Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Faut-il revoir notre système d'appel d'urgence? La mort de Naomi Mussanga à Strasbourg a créé l'émoi dans le pays tout entier. Il y a quelques jours, une famille lotoise a porté plainte contre le SAMU pour non-assistance à personne en danger. Et puis, que l'on soit en ville ou à la campagne, la permanence des soins est-elle la même pour tous? Nous en débattons cette semaine avec nos invités. Monique Iborra, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Haute-Garonne, membre de la Commission des Affaires sociales et vous travaillez donc sur des dossiers de santé publique. Face à vous, un médecin, Philippe Caléja, bonjour. Bonjour, médecin de campagne. Médecin de campagne et maire Les Républicains de Saverdun, en Ariège. Deux autres soignants avec nous, docteur Jean-Louis Ducassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur du SAMU de Haute-Garonne, direction de laquelle vous avez démissionné en 2016 pour dénoncer le manque de moyens. Des moyens, c'est aussi ce que vous réclamiez en début d'année lors de la grève illimitée des médecins régulateurs. Philippe Poineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin également et vous êtes le vice-président de l'association Régule 31. Alors avant de vous entendre, mesdames et messieurs, on écoute la parole des citoyens et donc patients potentiels. Propos recueillis par vos soins, Laurent, à Carmaux. Ici, à Carmaux, un parc dédié aux urgences, symbole d'un long combat perdu. Désormais, les urgences sont à une demi-heure de route à Albi. Alors que pensent les Carmauzains de cette fermeture des urgences? Quelles sont leurs attentes par rapport aux urgences médicales? Eh bien, nous sommes allés à leur rencontre, place Jean Jaurès. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fermeture des urgences à la clinique Sainte-Barbe à Carmaux? Déjà, je crois que ce n'était pas des urgences, puisqu'elles n'étaient ouvertes que malheureusement la journée, pas le week-end ni la nuit. Par contre, c'est un service de proximité qui était très utile pour la population de tout le territoire. Ça vous inquiète qu'il n'y ait pas des urgences sur la ville? Oui, parce que si les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou aller facilement à Albi seraient contentes d'avoir quelque chose à Carmaux, quoi. Comment on fait si on n'a pas de voiture? Il faut partir à Albi ou appeler les pompiers Il y a de moins en moins de médecins, surtout ici. Donc forcément, les gens se rabattent sur les urgences. Donc plus en plus de monde, plus en plus d'attentes. Moi, je vais directement aux urgences parce que mon docteur, il ne travaille pas le week-end. C'est ça le problème. Si vous avez une blessure ou quelque chose comme ça, pas trop grave, le mieux c'est d'aller de suite aux urgences, quoi. C'est clair que plus on est proche d'Albi, plus on a l'impression de pouvoir être sauvé, ça c'est sûr. C'est non-assistance à personne en danger, même, je dirais. Non-assistance à personne en danger, c'est l'intitulé justement d'une plainte déposée par une famille du Lot contre le SAMU. Et puis on a tous en mémoire le drame de Naomi Mussanga à Strasbourg. Alors, cas isolé ou au contraire représentatif d'une situation de tension selon vous, Monique Iborra? Oui, une situation de tension, sûrement. Et un système qui est à bout de souffle aussi, sûrement. Et ce qui va nécessiter des réformes, beaucoup de courage politique que jusqu'à présent, on n'en a pas fait la démonstration réelle. En tout cas, la ministre, elle l'a dit, j'ai connaissance d'une dizaine d'affaires comparables, mais je pense que c'est encore sous-estimé, donc elle le reconnaît. Ça peut se produire ailleurs. Pardon ? Ça peut se produire ailleurs et se reproduire. Oui, ça peut se produire ailleurs, en sachant quand même que, pour avoir été moi-même plusieurs fois en visite au SAMU à Toulouse, je peux dire que quand on voit l'investissement des personnes qui sont là, eh bien, heureusement qu'il y a le SAMU. Et d'ailleurs, c'est dit dans votre reportage, heureusement qu'elle SAMU, parce qu'il y a peu de recours autres que le SAMU, le samedi, le dimanche et la nuit. Oui, il n'y a pas que le SAMU, il y a aussi quand même tous les réseaux pompiers. Et dans notre ruralité, ma chère, dans notre ruralité profonde, heureusement que les réseaux pompiers sont là, en proximité, ah oui, et qu'il y a ce premier recours qui arrive, parce qu'effectivement, les SAMU sont souvent loin, et les SMUR sont souvent loin de la vallée de Massat ou de lieux comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait un premier secours qui soit apporté. Donc, il y a aussi ces systèmes. Et il faut, là aussi, qu'on aide les médecins, parce que les médecins dans la ruralité, ils sont quand même bien démunis et on en manque beaucoup. On va y revenir. On en manque partout. Jean-Louis Ducassé, vous avez démissionné il y a 2 ans. Vous, c'est pire qu'il y a 2 ans ou pas, la situation? Alors, je suis comme Monique Iborra. Moi, je vais d'abord rendre hommage à tous ceux qui le font, parce qu'ils le font bien, avec conscience. Alors, bien sûr, il y a des cas d'espèce. Quand on écoute la bande sonore de Naomi Mussanga, on ne peut être qu'effaré
de la manière dont cette affaire a été traitée par la permanence de Strasbourg. Vous avez des échos, des réactions à chaud de certains de vos collègues par rapport à ce qui s'est passé? Ah oui, ils sont catastrophés, mais ils sont aussi catastrophés de se faire insulter, du coup. Ah oui. Puisqu'il y a les deux. Maintenant, ils se font insulter au Oui, il y a un téléphone. sentiment d'injustice aussi qui prévaut quelque Tout part à fait, en parce ce moment dans les que personnels du SAMU. encore une fois, ils font bien leur boulot. Non, je voudrais dire simplement que la notion quand même spécifique du SAMU, qu'on ne retrouve pas chez les pompiers, c'est la régulation médicale. C'est ce qui a manqué à Naomi de parler avec un médecin, et c'est pas ce qui a manqué à Cahors. Clairement, il y a eu un contact téléphonique entre le patient et le médecin régulateur. Donc, cette spécificité d'avoir un contact avec un médecin, il n'y a que le SAMU Centre 15 qui le fait, heureusement maintenant aidé des médecins libéraux. Justement, Philippe Poineau, vous avez tiré la sonnette d'alarme, vous, en début d'année. Je me Donc, rappelle, vous sentiez, vous craigniez, entre guillemets, le pire. Nous avons dénoncé dès le mois de décembre, début janvier, qu'on était en état de catastrophe sanitaire. Donc, il n'y a pas adéquation entre les moyens et les besoins. Donc, ces histoires de dérapage qu'il peut y avoir ne sont pas dans ce domaine-là. Mais par contre, le fait que des médecins soient obligés de réguler beaucoup trop vite, avec une dangerosité du diagnostic et peut-être une erreur de diagnostic possible. Qu'est-ce que c'est la permanence de soins sur le 31? C'est 100 000 appels par an. 100 000 appels par an. À l'heure actuelle, on a quelques cas où ça n'a pas bien marché, mais chaque médecin, qui sont des médecins généralistes, des médecins ruraux, des médecins de ville qui font ce travail-là, sont des médecins qui ont beaucoup de bouteilles, on peut dire, qui ont des dizaines de milliers de consultations réelles derrière eux, mais qui, à chaque appel, mettent en jeu le risque de se tromper par une consultation téléphonique en 3 minutes, en moyenne. C'est important ce que dit Philippe, parce que ce que les gens oublient complètement quand ils appellent, c'est qu'on ne les connaît pas. À la différence du médecin de famille, du médecin de campagne, du médecin généraliste, qui connaît sa patientèle et qui comprend très bien ce qu'il a. Là, on est confronté à quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas bien, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal au ventre ». Et puis vous ne pouvez pas l'ausculter. On ne peut pas l'ausculter. Et on a donc une pratique de la médecine qui n'est pas du tout la pratique conventionnelle. On ne voit pas la personne, on ne l'ausculte pas, on ne la palpe pas. Et on ne la connaît pas. L'urgence est une spécialité médicale, sauf erreur de ma part. Mais est-ce que les médecins régulateurs ont une formation encore supplémentaire? Oui. Alors, moi, je peux vous dire oui. En 2004, je parle des hospitaliers. En 2004, nous avons mis en place un enseignement universitaire avec mon prédécesseur qui était Christian Grec et avec mon adjointe Valérie Christophe. Un enseignement de régulation, parce que la régulation ne s'enseignait pas jusqu'à présent. Et nous avons mis en place cet enseignement. Et nous avions décrété au SAMU 31 qu'on ne pouvait réguler au SAMU 31 que si on avait suivi cet enseignement pendant 1 an avec des stages. La formation, vous la réclamiez alors, aussi. Cette formation, Jean-Louis Ducassé est venu former des médecins généralistes à la régulation, même de médecine générale. Les cas sont des cas de médecine générale. Là où chacun doit faire sa part, c'est que quand on a quelqu'un au téléphone qui a la capacité de nous expliquer de façon assez rationnelle ce qu'on ne voit pas, et de répondre aux questions. Et de répondre aux questions de façon claire et précise, notre décision en est facilitée. Quand ce n'est pas le cas, on est obligé d'imaginer un peu le contexte et des fois d'envoyer un médecin par défaut parce qu'on n'a pas compris la situation. On a bien compris le fonctionnement. Alors, cette semaine, un rapport parlementaire a été rendu par un député La République En Marche, ancien urgentiste, un rapport sur les soins non programmés. Son verdict est sans appel. Pour Thomas Meignet, le SAMU a dévié de sa mission. Non. Allez-y, Monique Morin, on va vous laisser répondre. Il a été dévié. Il a été dévié. C'est pas la même chose. Il a été dévié, c'était volontaire quelque part, on l'a laissé dévier. Ou on l'a chargé d'autre chose. A écrit, le SAMU et les centres 15 ont peu à peu été déviés de leur essence de la médecine d'urgence. Le problème, on ne peut pas traiter simplement le problème des urgences tel qu'on l'aborde là. Il faut le traiter... Les médecins, peut-être, pourront dire ce qu'ils en pensent, mais il faut le traiter sur la permanence des soins, c'est-à-dire avec la médecine de ville. Pourquoi a-t-on laissé dévier, en effet, le SAMU? Pourquoi le SAMU, aujourd'hui, reçoit un nombre de personnes qui pourraient être traitées ailleurs, et en particulier par la médecine libérale, installée, libérale, qui ne fait plus de garde aujourd'hui parce qu'on ne leur... C'est la faute aux médecins libéraux qui croient plus leur mission? Non, je dis, si vous permettez, messieurs... Allez-y, avec un grand terminé. Et pour une fois, je vais être presque d'accord avec Monique. Je dis que pendant des années, on a laissé évoluer les choses.
avec une représentation aujourd'hui des organisations de médecins qui ne représentent plus les médecins, l'avis des médecins eux-mêmes. Et les organisations de médecins, c'est une profession intercatégorielle, comme beaucoup d'autres. Hein. Les organisations de médecins ont laissé dévier les choses, ont permis, se sont opposés déjà à l'augmentation du numerus clausus, ils s'y sont opposés. Il faudrait plus de médecins. Même si aujourd'hui on revient là-dessus, et d'autre part, l'exercice de la médecine libérale, du fait qu'il y a des déserts médicaux, fait que, évidemment, ce sont la plupart du temps des soins programmés. Or, mon collègue Thomas Mesnier prévoit, lui, justement, qu'on revienne quelque chose qui va être... On va y venir en proposition tout à l'heure. Qui va être finalement contesté par les syndicats de médecins. Madame Iborra a en partie raison, parce qu'il faut globaliser le problème sur l'ensemble de la médecine, l'ensemble de l'exercice médical. La réalité, c'est les urgences, oui, mais les urgences, c'est une chaîne de tout ce système, de l'ensemble du système, de la même manière qu'entre les SAMU et le pompier, c'est une chaîne, les uns ont besoin des autres, et le système ne peut pas fonctionner. Mais est-ce que les médecins libéraux ont une responsabilité ? On l'a entendu dans le micro-trottoir. Non, ce n'est pas les médecins libéraux qui ont une responsabilité, c'est les politiques. C'est les politiques qui, depuis 50 ans, ont refusé d'augmenter le numerus clausus. Et avec la technocratie... Mais si, c'est les décideurs. C'est les décideurs. Si, la décision, je suis désolé, Madame Iborra, la décision, c'est le ministre qui la prend. Donc, c'est les politiques qui ont pris cette décision. Et tout ça, parce qu'à la CNAM, tant chez les technocrates que chez les politiques, on a toujours dit, moins il y aura de médecins, moins on dépensera, et mieux la sécurité sociale se portera. Ça fait 50 ans qu'on entend ce discours. Et donc, aujourd'hui, on a un déficit de médecins qui est dramatique et on arrive vraiment dans le mur. On a une catastrophe sanitaire qui se produit et on manque de médecins. Donc à la sortie, on a des jeunes médecins. Attendez, laissez-moi finir quand même, messieurs. Vous n'arrêtez pas tout à l'heure de parler Finissez votre diagnostic et faites-nous votre ordonnance et ensuite de tout temps, le médecin libéral, le médecin de campagne, il a pris ses urgences et il les prend toujours. Sauf que maintenant, les jeunes médecins, ils n'ont pas trop envie de démarrer tôt le matin, de finir tard le soir. Ils n'ont pas envie d'encombrer leurs urgences parce qu'ils veulent faire les choses de façon posée et calme. On leur a enseigné ça. C'est aussi une erreur de nos pères qui a été de ne pas les former tout à fait comme ça. Mais c'est d'abord les politiques. Madame Iborra, qui ont été en erreur là-dessus. J'appuie sur ce que tu dis en disant que ne serait-ce que le métier de médecin, dans son essence la plus profonde, a complètement changé. On est passé de médecin, on en parlait tout à l'heure, où on était investi parce que c'était une passion et le métier de médecin, une vocation. Un sacerdoce, ça passait avant tout et on le sentait comme ça faisait partie de notre vie. La jeune génération de médecins ont une vision beaucoup plus réelle du métier de médecin et de la vie à côté. Donc, on n'est pas sur le même fonctionnement. Absolument. Et un des éléments majeurs, c'est l'enseignement de la médecine, où ces grandes valeurs de la médecine ne sont plus enseignées. On est juste dans un métier comme un autre. Pour conclure sur ce bilan, sinon on n'aura pas le temps d'aborder tous les points, Jean-Louis Ducassé. À la différence de Philippe Caléja, ce n'est pas le problème des soignants, c'est le problème de toute la santé qui est à revoir. C'est ça. C'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. Laisse-moi finir. Donc, allez-y rapidement. C'est la santé qui n'est plus du tout en phase avec son temps. Les hôpitaux ont été créés en 1950, à une époque où les gens étaient jeunes, relativement bien portants, n'ayant que des accidents ou des pathologies infectieuses. Le SAMU a 50 ans cette année. Et comme a dit Monique Iborra, on l'a laissé dévier, tout ce système-là, sans rien faire. Maintenant, il faut une réforme, je dirais, assez brutale. On va y venir. On va en parler. Autre question également qu'on vous a promis d'aborder. Est-ce que cette permanence des soins est-elle la même partout ? Alors, exemple, dans le Gers, élément de réponse avec ce reportage de Christine Ravier et Frédéric Dess. Le drame a eu lieu le 26 mars dernier. Antonin, 19 ans, a la main tranchée par une scie circulaire sur son lieu de travail. L'accident se produit à 8h30. Le jeune homme arrive aux urgences de Toulouse à midi. 3h30 de décalage. Donc pour nous, il est arrivé très tard à l'hôpital. Voilà. Pour nous, il y a une défaillance alors que la situation était très grave. Dans une procédure normale, en cas d'urgence, Condom est à 30 minutes de Toulouse par hélicoptère. Que s'est-il passé ? Une chose est certaine, durant ces longues heures, c'est toute la vie du jeune homme qui a basculé, alors que sa main aurait peut-être pu être sauvée. Il a perdu 3 doigts, le pouce préhenseur qu'il voulait absolument avoir parce qu'il est ébéniste de formation.
La nécrose s'est vite installée. On lui a regreffé la main pendant ces 8 heures d'intervention, mais malgré tout, la nécrose s'est vite installée. Évidemment, il est vu par les psychiatres parce quand on a un tel drame dans la vie, il y a l'avant et puis l'après. Il faut qu'il se raccroche. Ce drame a profondément bouleversé la famille, bien sûr, mais aussi les habitants de ce petit village proche de Condom. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu l'accident à 8h30 et l'arrivée à Purpan à 12h. Là, il y a un problème quand même. Vous n'avez pas mis 2 heures de Toulouse ce matin. Donc il y a un problème quelque part, dans l'urgence. Alors après, il y a pu avoir des choses techniques qui se sont mal passées. Il y a peut-être d'autres choses que l'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, c'est quand même un garçon qui est affecté pour sa vie. Donc c'est quand même dramatique. Depuis la fin de l'année 2017, Condom n'a plus de SMUR la nuit. Aucune équipe médicale d'urgence ne peut se déplacer en cas d'accident grave jusqu'à 9h du matin. Une situation intenable pour la population, comme pour les professionnels de santé qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on puisse décéder d'un accident de la route alors qu'on peut être sauvé, que l'on puisse être amputé d'un membre alors que l'on peut être sauvé, ou que l'on puisse mourir d'une crise cardiaque parce qu'on pourrait être sauvé. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Alors que la médecine coûte plus cher à Condom qu'elle ne peut coûter à Toulouse ou à Bordeaux, ben probablement, mais c'est vrai pour tout, ça. Ça fait partie de toutes ces données économiques que la population ressent très fort ici. Comme une injustice, on est vraiment les pauvres, la seconde zone. Ce sentiment d'injustice, d'être en seconde zone, vous l'entendez, Monique Iborra, vous allez le prendre en compte dans la réforme qui arrive ? Bien sûr qu'on l'entend, et c'est vrai que c'est inadmissible. C'est vrai que ça ne devrait pas pouvoir exister, c'est évident. Pour ce qui est du problème de Condom d'ailleurs, l'Agence régionale de santé est allée dans le Gers avant-hier et le problème va se régler. Mais il n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il va y avoir à nouveau des urgences à Condom. Ce qui ne réglera pas forcément d'ailleurs le problème de la nuit. Mais c'est la raison pour laquelle il faut une réforme très ambitieuse qui va faire qu'un certain nombre vont s'y opposer. Mais il faut la faire parce que quand on met au centre la qualité des soins, on ne peut pas accepter ce type d'organisation, ce n'est pas possible. Vous l'entendez, ce sentiment d'injustice de la part de vos patients sur le terrain quand vous allez les voir? De la part de ils ont nos peur, patients. ils se disent on est loin de tout. Encore nos patients, ils ont 2-3 médecins qui sont là. Aller dans certains secteurs où il n'y a pratiquement plus du tout de médecins. Donc aujourd'hui, il y a manifestement un énorme problème de formation médicale. Des jeunes Français vont au Portugal se former pour revenir après. Ils vont en Belgique se former pour revenir après. On n'est pas capable en France d'avoir les moyens de former nos jeunes. Mais est-ce qu'il y a aussi des médecins qui ne veulent pas s'installer en zone rurale malgré les incitations? Mais vous savez, c'est simple. Si vous avez suffisamment, si vous couvrez suffisamment, si le nombre de médecins grandit suffisamment, à un moment donné, tout le monde ne pourra pas aller au centre-ville à Toulouse. Est-ce qu'il ne faut pas être plus coercitif? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures coercitives? La coercition peut-être, mais ça n'est pas vraiment la solution. Augmentez vraiment le nombre des médecins. Multipliez par 3 le numerus clausus et vous verrez que, moi, quand je me suis écouté, à mon époque, quand je me suis installé, je commençais à être un peu vieux, mais pas tant que ça, on allait s'installer à Toulouse, c'était très compliqué. Et on s'installait beaucoup plus facilement en ruralité. C'est l'évidence. Oui, mais a priori, aujourd'hui, les jeunes médecins ont moins envie. Non, Jean-Louis Ducassé. Moi, je pense que le problème de la coercition, comme vous dites, ou de l'obligation, elle est le seul moyen pour avoir une permanence de soins. On l'a vu avec les pharmaciens, on l'a vu avec les infirmières. Je ne vois pas pourquoi les médecins seraient exclus de ça. Après tout, le médecin, il a un rôle de service public, qu'il le veuille ou non, même s'il est libéral, il a un rôle de service public sur son territoire de santé. Et je crois que s'ils ne sont pas capables de s'organiser, parce que c'est ça que propose Meunier dans son rapport, dans un premier temps, il dit que les médecins s'organisent. Mais s'ils ne sont pas capables de s'organiser, eh bien, il faut que la puissance publique prenne la main et dise « je suis désolé, dans ce territoire-là, il faut l'imposer ». Nous sommes en déficit de médecins pour 10 ans, 15 ans. Ou pour plus que ça, 20 ans. Jusqu'en 2025, voilà. Il y aura moins de médecins généralistes. Le débat actuel, c'est la partie immergée de l'iceberg. Au centre de Toulouse, on ne trouve pas de médecins généralistes. Quand on a un médecin généraliste qui part à la retraite, on se retrouve tout seul, même avec des maladies graves. En campagne, c'est pareil. Même au centre de Toulouse. Oui, les déserts médicaux, il y en a partout. Et pour avoir un spécialiste, à l'heure actuelle, notre travail principal en tant que médecin référent et médecin généraliste, c'est de passer son temps au téléphone pour avoir des rendez-vous à 1 mois au lieu de 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour des choses assez lourdes. Même en oncologie,
vous avez un diagnostic en suspens d'un cancer ou quelque chose comme ça, il faut mendier un rendez-vous. Pas parce que les gens ne veulent pas travailler, parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il n'y a personne. L'aspect coercitif. Alors, obliger les médecins à s'installer à tel endroit. Salariés tous les maîtres, toute la médecine. Et là, on s'en sortira. Parce que si on veut être coercitif, vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de s'installer à un endroit et de ne pas lui garantir. Allez, on va entendre Monique Moreau. D'autres l'ont fait. Mais à ce moment-là, salarier toute la médecine, nationaliser la médecine. Messieurs. Non, mais c'est bon là. Allez-y, Monique Moreau. Alors, ce que je veux dire, c'est que les gouvernements, jusqu'à ce jour, n'ont jamais voulu aller jusqu'à la coercition, mais je vais expliquer pourquoi. Il y a des raisons à ça, indépendamment de l'avis des médecins qui le rejettent, évidemment. Mais on a la preuve aujourd'hui, quand même, que les pays qui l'ont mis en place, l'Allemagne par exemple, n'a pas réussi à régler le problème des déserts médicaux. Donc, tous les gouvernements, jusqu'à ce jour, ont mis en place des mesures incitatives qui reviennent très cher, il faut le savoir, et qui sont dispersées et qui ne donnent pas les effets qu'on attendait. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, aujourd'hui, si les médecins eux-mêmes, et je pense que c'est le dernier appel qu'on peut leur faire, honnêtement, si les médecins eux-mêmes ne décident pas de s'organiser et de sortir un peu dans leur pratique qui est de 8h à 20h, s'ils ne prennent pas de garde, je pense qu'on sera obligé d'inventer des méthodes, des nouvelles méthodes coercitives, parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut vraiment pas accepter d'être dans des situations telles qu'on les a vécues. C'est clair, après la carotte, le bâton, si jamais. Oui, je pense. Je crois. Qu'ils s'organisent. Et s'ils ne s'organisent pas, il faut que l'État, la puissance publique, prenne la main. Et jusqu'à présent, elle ne l'a pas pris. Il faut rappeler une chose quand même à propos des urgences au sens large. 80% des passages dans les urgences de Midi-Pyrénées, c'est aux heures d'ouverture des cabinets de médecine générale. Alors justement, il y a une question, parce que regardez ces chiffres nationaux. Les urgences en France, ce sont 20 millions de passages par an, alors que le SAMU, lui, reçoit 25 millions d'appels par an. Est-ce que ce n'est pas aussi, entre guillemets, le patient ou l'usager qu'il faut sensibiliser? Mais est-ce que vous voulez compter aussi tous les appels que les médecins dans leur cabinet reçoivent et régulent? C'est toute la journée qu'un médecin régule. Ce matin, dans ma consultation de toute la matinée, j'ai réglé énormément de choses au téléphone. En direct, avec les gens, avec des patients que je connais, plus ou moins, ça dépend des situations. Donc la régulation, c'est quelque chose de permanent. Mais par contre, le débat que vous lancez depuis tout à l'heure, mais je reviens encore une fois sur le fait du déficit et du défaut du nombre, on ne réglera rien. Mais oui, sur l'usager ou le patient, Philippe Poineau, vous qui décrochez le téléphone à la régulation. Donc sur ce cadre-là, on sait qu'on a à peu près 65% de conseils, et qu'il y a eu un recul du bon sens de la maman, du bon sens de la personne qui, à un moment donné, avec 38, quelqu'un qui a 20 ans, peut effectivement, par lui-même, prendre quelque chose, peut-être un paracétamol s'il n'est pas allergique, et attendre le lendemain d'avoir son médecin. Il y a une part d'éducation thérapeutique qui fait qu'on est dans le consumérisme d'une certaine partie des gens et l'assistanat aussi d'une certaine partie de la population que l'on ne peut plus supporter et qui noie la réalité des appels beaucoup plus graves. Donc il y a certainement quelque chose à faire au niveau même de l'enseignement de base de chaque citoyen pour avoir une démarche sanitaire citoyenne, personnelle, qui lui permette de moins peser sur le système. C'est vrai que le culte de l'instant, cette relation au temps des gens qui ont besoin d'avoir tout de suite une réponse à ce qu'ils ressentent comme une urgence, pose un réel problème sociétal et d'éducation. Il faut quand même penser une chose, quand vous avez recité vos chiffres, c'est pas le SAMU qui demande qu'on l'appelle. Oui, ça je me doute. Voilà. C'est pas les urgences qui demandent de venir. Et si les gens appellent le SAMU, si les gens viennent aux urgences, c'est qu'ils n'ont pas d'autre solution. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas par plaisir qu'ils nous appellent. Ils ne nous connaissent pas, ils ne savent pas qui va répondre. Ils préféreraient très clairement avoir leur médecin. Et est-ce qu'une des solutions, ça ne serait pas s'appuyer sur les infirmiers? Il y a un décret, je crois, en cours de rédaction, qui permettra à des infirmiers de faire quelques actes médicaux pour délester le corps médical lui-même. Est-ce que ce sera la dernière proposition qu'on aborde. Comme on n'est pas capable de former les médecins, eh bien, on fait travailler les infirmiers. On est dans un système ubuesque. Le problème, c'est que les médecins se sont opposés à ce qu'on augmente le numerus clausus. La réalité, mais
ministre et Et la on va force passer publique, au-delà. le ministre et la Monsieur force Caléja, publique je suis doit sûr que avoir vous la allez capacité soutenir le de gérer gouvernement ça. puisqu'on va décider, contre l'avis des médecins, d'augmenter le numerus Mais je vous clausus. soutiendrai, ma chère, en la Voilà, matière. eh bien, Là, c'est écoutez, clair. La vous médecine êtes témoin. générale a décrété que l'urgence n'appartenait Mais c'est plus, une ne erreur. faisait plus de C'est partie une de la erreur. médecine C'est générale. une erreur C'est quand totale. même Par impressionnant. contre, il y a aussi un problème sociétal de mutation complète. Nombre de nos confrères veulent être salariés et partent dans des institutions salariées parce que c'est beaucoup plus confortable que d'être dans la médecine libérale. Il y a une évolution de la société médicale, c'est sûr. Ils ne veulent plus avoir les contraintes de la médecine libérale avec les contraintes administratives, comptables et autres. Ils veulent changement des mentalités, on l'a dit. Là, vous parlez, je pense, des infirmières asalées, donc ces infirmières qui sont en délégation de tâches. Ça, c'est pas valable dans l'urgence, c'est valable dans les maisons médicales. Et là, effectivement, nous en formons une qui va travailler pour nous et qui va faire une série d'actes qui va décharger les consultations habituelles. Mais ça n'a rien à voir avec l'urgence ou le soin non programmé qui arrive. Pour conclure, la mesure la plus urgente qu'il faudrait prendre, la ministre de la Santé va présenter son plan d'ici quelques jours. Pour vous, Monique Iborra, c'est quoi la première mesure qui pourrait permettre de commencer à résoudre la situation? La première mesure, indépendamment de l'hôpital, puisque ça aussi, il y a une urgence là, indépendamment des urgences. Mais ce qui est important, c'est justement de permettre aux citoyens d'avoir un médecin quand il y a une urgence et qu'il le trouve sur place. Si possible, son médecin traitant habituel pour que les urgences soient délestées de tout ce qui peut être traité par les médecins dans leur pratique habituelle. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux que je peux comprendre. Moi, je pense qu'il faut ouvrir la régulation de la permanence de soins en journée. C'est ce que propose Thomas Meunier. Au centre 15, il faut qu'il y ait des médecins généralistes dès 8h du matin. Ils y sont à partir de 20h, mais qu'ils y soient de 8h à 20h. Merci à tous en tout cas. Le débat est déjà arrivé à son terme. Un débat qui se poursuit sur notre blog. Vous le savez. Et on suivra évidemment dans quelques jours la présentation du plan de la ministre de la Santé sur la réforme de la santé, justement. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on s'intéresse à notre grande région. 2 ans et demi après la fusion, est-ce que le pari est gagné ou pas? Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne fin de week-end. Merci.